Ouais, ça tombe. Nicolas, je te propose simplement de lancer dans vraiment 2 minutes la conférence et puis de passer la parole. Super, merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette deuxième conférence de la Graduate School Métro Fab Lab. La Graduate School, comme vous le savez, c'est un programme à l'échelle de l'UGA, l'un des 15 programmes thématiques de l'Université Grenoble-Alpes qui vise à l'excellence en matière de recherche, à accompagner les étudiants vers les métiers de la recherche. Et dans le cadre de cette Métro Fab Lab, nous accueillons un certain nombre de conférenciers qui nous font le plaisir et le privilège de participer au lancement de cette première année de la Métro Fab Lab. Donc du coup, Nicolas, tu as en face de toi des étudiants qui sont à la fois issus des étudiants qui sont dans la Métro Fab Lab. Ils sont une douzaine que je vois qui sont un peu éparpillés, là, distribués dans l'amphithéâtre. Et tu as également des collègues du Master Urbanisme et Projets Urbains, et me semble-t-il aussi du Master de Design Urbain, qui sont là pour t'écouter. Donc l'objectif de ces conférences, un peu dans la continuité de la précédente, avec Laurent Devime à laquelle vous avez pour partie assisté, c'est véritablement de solliciter l'expertise d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui sont touchés au cœur par les questions de fabrique métropolitaine. Et l'exercice est assez double parce qu'il s'agit à la fois de faire le point sur les questions de fabrique métropolitaine, mais également de se positionner en tant que chercheur par rapport à ces questions-là. On a beaucoup travaillé avec Laurent Devime la semaine dernière sur la question des observables, c'est-à-dire lorsqu'on se pose la question de la fabrication métropolitaine, la première question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on observe ? On observe la fabrique ordinaire de la ville, on observe la ville dans ses conflits, on observe la ville à travers les différents acteurs qui participent à sa fabrique. Quels sont les observables et a fortiori quels sont les sillons de recherche que l'on veut tracer? Donc ça, c'était le premier jalon de nos conférences. Et là, nous avons un deuxième jalon avec la question de la boussole de la fabrique métropolitaine dont va nous parler Nicolas Douet tout de suite. Et peut-être vous dire un petit mot, mais un petit clin d'œil aussi à Nicolas, car sans Nicolas Douet, nous n'aurions pas la Graduate School, parce que c'est lui qui l'a mise en place au départ pour l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine, donc ce programme lui doit beaucoup. Et les aventures de la ville l'ont emmené donc à Chicago, en Amérique du Nord. Nicolas, en quelques mots, tu m'excuseras Nicolas si je suis trop rapide, mais Nicolas est donc professeur d'urbanisme, enseignant-chercheur en urbanisme et aménagement. Ses spécialités sont nombreuses, mais disons qu'il en est peut-être 3 qui ressortent et qui nous intéressent aujourd'hui. C'est un spécialiste de la question de la planification urbaine, à l'heure notamment du numérique. Donc c'est une partie de ses travaux récents se sont penchés sur comment planifier la ville dans un monde qui se numérise. Ça a été l'objet de son HDR et de travaux qui ont suivi. Mais c'est aussi plus globalement un chercheur très impliqué sur la question des fabriques métropolitaines. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs c'est cette inflexion qu'il avait donnée au programme que nous prolongeons ici avec Nicolas Tixier et moi-même, Nicolas qu'on excuse qui ne pouvait être présent aujourd'hui. Et il nous semblait tout naturel de donner la parole à Nicolas à ce double titre, et je ferme le clin d'œil. Et Nicolas donc est également détaché actuellement à l'ambassade de France aux États-Unis, dans le Midwest plus particulièrement, et co-directeur de la Villa Albertina, je crois, spécialiste... Bertina, merci. En charge du programme City, qu'il chapeaute parmi ses nombreuses activités par ailleurs. Mais peut-être que tu seras plus à même que moi d'expliquer précisément quelles sont tes différentes tâches et attributions. D'ailleurs, on peut prendre une minute dessus parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Donc voilà, ma courte introduction. Je vous remercie à toutes et tous d'être présents. On se donne à peu près 1h30 de présentation, 45 minutes, 50 minutes de présentation de Nicolas. Un temps d'échange qui est précieux, donc notez bien vos questions-réponses. Et de manière peut-être
plus distante que Laurent, Nicolas pourrait aussi être un interlocuteur privilégié pour les étudiants de la Graduate School pour les travaux futurs cette année et l'année prochaine. Donc voilà, Nicolas, on te laisse la parole et bah, écoute, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Charles. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré en fait d'être devant vous, puis aussi un petit peu excité finalement de voir cette Graduate School aboutir. Donc, je peux peut-être dire quelques mots supplémentaires sur qui je suis et finalement ce qui m'a amené à penser que la question des fabriques métropolitaines pourrait être un angle d'attaque pertinent et puis surtout à jour pour observer la façon dont on fait la ville aujourd'hui. Donc, pourquoi moi j'ai choisi d'avoir cet angle sur déjà l'échelle métropolitaine? Parce qu'il me semblait que c'était l'échelle qui correspondait le plus aux dynamiques territoriales actuelles et parce qu'elle était en capacité finalement de voir aussi ce qui se passe en périphérie, notamment dans les périphéries les plus lointaines, là où on se demande si c'est encore de la ville. Et puis le deuxième point, quand j'ai commencé à réfléchir, pas tout seul, hein, avec beaucoup d'autres collègues et je pense que ce programme, il doit aussi beaucoup à Charles, à Nicolas, à Jennifer, à Magali. Donc après, il me semble intéressant de nous concentrer sur la question des fabriques, parce que finalement, si on veut s'intéresser à la ville, moi je pense que ce qui nous réunit entre géographes, urbanistes, politistes et architectes, c'est la question du faire. Et donc vraiment de s'intéresser non pas seulement aux discours qui sont intéressants, mais aussi à la dimension plus substantielle en fait de l'urbanisme. Et donc, voilà ce que je peux dire. Moi, la question métropolitaine, c'est une question qui est ancienne, qui m'a toujours en fait semblé très intéressante. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon doctorat d'abord dans le contexte de la coopération ou de l'absence de coopération métropolitaine entre Aix et Marseille, donc la grande métropole du sud de la France. Et puis, j'ai observé un moment un petit peu de déclic de ces coopérations où on commençait à penser, à faire métropolitain. Et il me semblait en fait évident que la plupart des grands enjeux de cette métropole-là devaient se traiter à l'échelle métropolitaine, que ce soit les questions de développement économique, d'inégalité sociale, de pollution, d'attractivité, de développement culturel. C'était évident que ça se passait à cette échelle-là. Et puis, je suis allé en échange à l'Université de Montréal. Et puis, je suis aussi tombé dans un moment très particulier de l'histoire locale où le gouvernement mettait en place un gros processus de fusion municipale sur l'île de Montréal et puis de création d'une institution métropolitaine qui, là, en fait, aussi devait s'attaquer à ces grands enjeux contemporains de l'urbanisme. Donc voilà, donc moi je suis vraiment persuadé qu'on a à cette échelle-là une concentration à la fois des problèmes et des solutions. Et donc, ce que je vais essayer d'explorer avec vous, c'est cette question de la boussole. Donc, pourquoi la boussole? Parce que dans mes travaux, j'ai souvent, donc je vais y revenir, mais je me suis souvent en fait appuyé sur les théories de la planification, qui sont en fait un petit peu l'univers du débat théorique sur l'aménagement en Amérique du Nord. Donc là, j'ai été finalement très marqué par les nombreuses années que j'ai effectuées au Canada. Et moi, je pense qu'en fait, il faut se situer clairement dans ce champ théorique et puis non pas imaginer qu'on a une option théorique qui va effacer toutes les autres, mais qu'on est plutôt dans des configurations et qu'on peut naviguer un peu au nord, un peu au sud, un peu à l'est, un peu à l'ouest. Et donc, je reprends cette figure de la boussole. Donc, vous allez voir comment je matérialise ça. Et donc, mon idée, c'était d'explorer ces boussoles des politiques publiques territoriales, des fabriques métropolitaines, et de voir finalement ce qui change à l'heure actuelle et pourquoi, en fait, on serait dans un moment très particulier de ces fabriques métropolitaines. Donc, mon idée, c'est d'interroger les conditions et aussi les finalités de l'action publique territoriale. Donc là, vous aurez remarqué qu'il y a un S en plus à public. C'est ça quand on travaille trop tard le soir. Mais donc, les conditions, c'est de se dire finalement à cause de quoi ou en fait pour répondre à quoi on s'intéresse aux fabriques métropolitaines. Quels sont les grands enjeux qui nous poussent aujourd'hui, mais aussi il y a 4 décennies, à 8 décennies, et puis aussi dans 1 ou 2 décennies à se dire pourquoi il faut toujours repenser, toujours remettre sur la table cette question de comment on fait ville, comment on fait métropole. Donc, quelles sont les conditions? Je pense qu'il y a très longtemps, si on regarde ce qui se passait il y a un siècle et demi, on réfléchissait à la construction de la métropole pour répondre aux enjeux de l'exode rural. Aujourd'hui, on le formule peut-être différemment. On va parler de métropolisation. Donc, il y a bien sûr d'autres chercheurs qui vous diront que
qu'en fait, c'est un mot qui est pas beau, qui n'est pas intéressant, et que finalement, le futur urbain, il doit aussi se construire contre la ville, ou en tout cas en pensant des alternatives à la ville. Mais en tout cas, je pense que c'est toujours une échelle importante et qui pousse à nous dire comment on construit le Grand Lyon, le Grand Paris, le Grand Chicago, le Grand Bangkok. Donc, exode rural, métropolisation. On a aussi souvent les questions d'inégalité qui sont importantes, qui étaient centrales du temps d'Haussmann, qui étaient centrales aussi à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui sont par exemple un des enjeux fondateurs de la réflexion sur le Grand Paris qui réémerge vers les années 2005 à la suite des grandes émeutes dans la banlieue parisienne. On a aussi la question de la dégradation de l'environnement. Donc ça, c'est une formulation un peu ancienne. Aujourd'hui, on le formulerait très différemment. On vous parlerait d'anthropocène, par exemple, ou de changement climatique, ou d'urgence climatique. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est intéressant quand on s'intéresse à la ville de se dire pourquoi tout d'un seul coup la ville est un objet d'intérêt, quels sont les grands enjeux qui nous poussent à l'action. Et puis, par ailleurs, je pense que c'est intéressant de s'intéresser aux finalités. Donc, finalement, tout ça pourquoi? Pour en faire quoi? Pour faire quoi? Et donc, quand on regarde dans les décennies, les siècles passés, la planification, les fabriques métropolitaines, ça servait à faire de l'équipement. On peut penser à Haussmann, hein, ça sert à tirer des réseaux d'eau, à tirer ensuite des réseaux de métro, à évacuer les poubelles. Donc voilà, on est dans l'équipement. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on est en train de construire des grandes cités HLM. Donc on a cette question de l'équipement. On a aussi la question de la colonisation. Donc finalement de l'occupation de territoires extérieurs sur lesquels on va projeter une vision d'un développement. Donc ça a été clairement quelque chose d'important. Ça l'est encore, mais dans un contexte très différent. Hein, mais on peut penser aux grands architectes, aux grands urbanistes français qui vont penser l'avenir des villes dans les colonies françaises, mais aussi ailleurs. On peut penser à Prost, qui, je crois, travaille au Maroc. On peut penser à Abercrombie, qui travaille à Londres, mais qui travaille aussi à Hong Kong, par exemple. Donc, équipement, colonisation. On a aussi la question de la croissance, hein, qui est vraiment le leitmotiv, qui nous rappelle pourquoi on fait la ville. C'est pour créer, accompagner la croissance économique. Et puis maintenant, finalement, on est dans un moment, il me semble, particulier où on réinterroge ces finalités, ou en tout cas, on les reformule. Donc, il y a quelque chose, je pense, d'important sur la narration. Et donc, on va nous parler d'adaptation, on va nous parler de résilience pour s'adapter à une crise, y répondre, ou encore de transition. Donc, le vocabulaire change, mais en tout cas, je pense qu'on est vraiment dans ce moment très particulier où à la fois les responsables politiques, mais aussi les urbanistes que nous sommes, que vous êtes en train de devenir, que vous serez sur le terrain en train de fabriquer les villes dans quelques mois, dans quelques années, je pense que votre mindset, il est vraiment en pleine transition et qu'on peut espérer, on peut imaginer que ça va nous permettre de faire peut-être une ville un petit peu différente. Et donc, pour moi, en fait, ce métro Fab Lab, c'est un petit peu créer les conditions de ce regard critique, en fait, sur les fabriques métropolitaines, et puis aussi vous donner des outils de réflexivité en tant que futur professionnel de la ville, ou même en tant que futur chercheur s'intéressant à la ville dans un sens plus large, et donc dans une acceptation de la dimension substantielle plus large que seulement de l'urbanisme ou seulement de la ville, donc cette idée de fabrique métropolitaine. Et donc, l'hypothèse que je voudrais partager avec vous, mettre en discussion avec vous aujourd'hui, c'est celle que nous sommes dans un moment particulier de refondation et de redéfinition de la fabrique urbaine et donc des fabriques métropolitaines au pluriel. Et donc, ce que je vous propose, c'est plutôt d'avoir une approche des fabriques métropolitaines par la planification territoriale. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ça serait la seule approche possible. En tout cas, moi, c'est l'approche que je vous propose parce que c'est celle avec laquelle je suis la plus à l'aise et c'est parce que c'est ce qui me semble être le plus facilement mobilisable pour avoir à la fois une dimension théorique et puis pratique. Donc, on peut donner quelques définitions un petit peu anciennes de ce qu'est la planification. Donc, si on regarde le dictionnaire de Pierre Merlin et François Choët, on va nous dire que c'est une action visant à fixer pour un territoire donné
les objectifs de développement et de localisation harmonieuse des hommes, de leurs activités, des équipements et des moyens de communication. Donc là, on est dans un truc finalement assez basique de se dire qu'est-ce qu'on fait sur le territoire. Et puis, on a d'autres définitions un petit peu plus complexes comme John Friedman, qui nous dit que la planification tente de faire le lien entre la connaissance scientifique et technique et puis l'action dans le domaine public et les processus de transformation sociale. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on bascule, n'est plus seulement sur la dimension substantielle de l'espace, mais aussi sur comment on planifie, avec quel degré de connaissance, quel degré finalement de conscientisation de l'univers territorial, et puis qu'est-ce qu'on veut en faire à la fois du point de vue de la puissance publique, mais aussi du point de vue en fait de la société civile, des acteurs sociaux. Et donc, on nous parle aussi de processus de transformation sociale pour bien nous montrer que finalement, réfléchir à la planification, c'est réfléchir à la façon dont on va tous ensemble vivre ensemble, mais aussi transformer, occuper le territoire. Et donc, dans cette approche sur la planification territoriale, donc, il existe plein de typologies. Donc, moi, je vais essayer d'en tracer une sous la forme d'une boussole qui correspond finalement à l'univers des villes occidentales. Donc, on pourrait discuter ou on pourrait l'affiner ou la remettre en cause. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est définitif. Mais je voulais peut-être vous montrer l'existence d'autres types de typologies, et notamment cet article que je trouve assez intéressant de Yves Tachel, qui nous dit que finalement, il y a différents types de théories de l'urbanisme. Il y en a qui essayent de répondre à la question, finalement, qu'est-ce que l'urbanisme? Ensuite, il y en a qui essayent de répondre à la question, qu'est-ce que c'est un bon plan d'urbanisme? Qu'est-ce qu'un bon plan d'urbanisme? Et donc là, on a différentes théories qui peuvent se succéder sur la ville linéaire, la cité-jardin, le design architectural, le master plan. Et puis après, il y a d'autres questions. C'est la troisième colonne. C'est finalement, qu'est-ce qu'un bon processus d'urbanisme? Donc, les questions de méthodologie sur le design, les questions de participation. Et donc, on voit bien que finalement, à partir des années 60, il y a une rupture de paradigme importante où là, on va remettre en cause plein de choses. Et donc, je vais y revenir. Mais donc, il y a différentes possibilités qui sont mises en avant, la décentralisation, le développement durable, la question de l'advocacy, de la participation, de l'incrémentalisme pour avoir quelque chose de très à petites échelles, on va dire, enfin petites échelles de non-géographes, ou encore les perspectives marxistes, pluralistes. Donc voilà, donc juste pour vous dire que finalement, il y a plein de débats sur la façon dont on peut construire la ville. Et donc, ce que je vais vous dire ne doit absolument pas être considéré comme étant une vision définitive. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est finalement aussi de retenir comme grande définition de ces fabriques métropolitaines. Je pense que l'intérêt, c'est à la fois de regarder ce qui se passe dans la dimension procédurale, donc la façon dont les acteurs interagissent entre eux, sont emmêlés, pris dans des relations de pouvoir. Et puis, de l'autre côté, une dimension substantielle qui est de se dire finalement, OK, mais tout ça pourquoi? Qu'est-ce qu'on crée en fait comme vision? Comment ça se traduit dans l'espace? Qu'est-ce que ça fait vraiment comme aménagement? Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de croiser ces deux dimensions pour se dire que finalement, pour accéder à une vraie vision critique de la ville telle qu'on la voit, la fabrique métropolitaine telle qu'on peut l'observer, il faut bien sûr coupler ce regard-là avec les acteurs qui produisent ces visions et puis les relations de pouvoir dans lesquelles ils sont imbriqués. Donc, si on est aveugle aux relations de pouvoir, eh bien, finalement, on ne va pas comprendre grand-chose aux conditions, aux finalités, à la réelle matérialité en fait, des processus d'aménagement. Et donc, pour cette conférence, je suis un peu reparti explorer en fait, finalement, ce que j'avais fait dans ma thèse, dans mon HDR, en me disant finalement qu'on peut différencier de différentes manière les visions théoriques de ces fabriques. Et donc, on va d'abord parler d'un temps 1, puis après d'un temps 2, pour voir finalement en quoi ce qui se passe aujourd'hui peut être considéré comme étant une sorte de rupture avec ce qui se passait avant. Donc, je pense qu'on peut différencier finalement les approches qui sont institutionnelles ou non institutionnelles. Et puis après, finalement, donc là, on est plutôt sur la dimension des acteurs. Et puis après, une autre distinction qui est plutôt sur la finalité,
qui est de se dire à quoi ça sert la planification. Est-ce que ça sert à faire de la croissance, de l'équipement, ou est-ce que ça sert plutôt à mettre les acteurs d'accord entre eux, parce que finalement, plein de gens nous disent que la planification, c'est avant tout de la discussion et puis un enjeu de création de compromis et qu'il faut faire partager une vision commune du territoire. Et donc, on peut avoir comme ça différentes perspectives. Les deux premières, je vais les détailler, c'est la vision un petit peu traditionnelle, rationnelle de la planification, qui est de se dire, ben, voilà, on a des éléments, on va les analyser, puis on va définir une meilleure solution possible, quelque chose de très rationnel, de très scientifique. Et puis avec ça, on va faire du plan. Ensuite, on le verra, il y a une autre perspective qui est encore actuelle aujourd'hui. On verra que la dimension rationnelle, on fait encore des plans. On a encore une vision stratégique où on planifie plutôt avec les acteurs privés. Et puis là, on fait plutôt du schéma, quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus hiérarchisé, on va dire. Et puis ensuite, on a une deuxième remise en cause qui est plutôt de dire, bah non, en fait, la planification, c'est de la parole, c'est du compromis. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est des projets qui peuvent être encore plus vagues. Et donc, l'intérêt, c'est plutôt de se mettre d'accord sur une vision commune et donc une vision qui peut être à la fois apportée par des acteurs non institutionnels, des acteurs citoyens ou une approche plus collaborative qui sert par exemple à faire du projet. Et donc ce temps 1 des fabriques métropolitaines, en gros, c'est la façon dont on pouvait définir l'aménagement jusqu'au milieu des années 2000, jusqu'à la dernière décennie, on va dire, comme étant un effort collectif pour imaginer ou réimaginer une métropole et transformer cette nouvelle vision spatiale en termes de coordination des politiques publiques et des réalisations des acteurs privés. Donc là, on voit bien que finalement, on est dans une vision de l'aménagement qui sert à transformer l'espace avec des acteurs publics, privés, civiques, et qu'on prend bien en compte que la ville de demain, bah, c'est surtout la ville d'aujourd'hui qu'il faut accompagner, réimaginer, et qu'on n'est pas sur la table rase de Le Corbusier. Et puis, on va explorer ça tout à l'heure. Mais on a peut-être une autre manière plus contemporaine de regarder ces fabriques métropolitaines, avec une première dimension qui est de se dire, finalement, c'est quoi le processus de planification? Est-ce que ça reste quelque chose de très technique ou est-ce que c'est devenu fondamentalement quelque chose d'extrêmement politique? Et puis, d'autre côté, sur vraiment les finalités, ben, c'est d'un côté la croissance, toujours. Je pense que ça a encore du sens, en tout cas quand on l'observe sur le territoire. Et puis de l'autre côté, cette question des transitions qui devient centrale à mon sens. Et donc là, on a toujours cette vision un peu rationnelle, donc on n'utilise plus ce vocabulaire-là, mais en tout cas, la planification spatiale, elle reste encore très importante, et notamment en France. Donc je pense qu'il y a à la fois un savoir-faire français et puis quelque chose de très lié finalement à notre contexte politique, institutionnel. On a encore une vision stratégique avec des schémas, mais qui peut-être prend notamment en compte l'arrivée de nouveaux acteurs ou de nouvelles conditions, notamment avec le numérique. Et puis, je pense qu'on a vraiment l'arrivée d'un modèle plus résilient qui vient peut-être transformer la vision collaborative, mais en tout cas qui nous explique que on ne fait plus de la planification avec les mêmes objectifs et que la planification, ça ne sert plus à la même chose qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Et puis, je pense qu'on a aussi l'émergence d'un modèle fondamentalement plus numérique qui, lui, finalement, vient redonner une nouvelle force à la rationalité. Et donc là, c'est carrément l'intelligence artificielle, ou en tout cas même sans aller jusque-là, mais en tout cas toutes les formes un peu algorithmiques qui peuvent proposer des décisions dont on va peut-être même plus questionner la validité ou en tout cas la façon dont ils arrivent à cette solution. Et donc, je pense qu'on est aussi dans le retour d'une planification qui me semble potentiellement devenir beaucoup plus technique que ce qu'elle a pu être les 20 ou les 30 dernières années, mais en même temps avec des finalités très différentes. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, tout ça m'amène, en réfléchissant à ce temps 2 des fabriques métropolitaines, donc qui là, ce temps 2, c'est vraiment le temps contemporain, se dire que finalement, on serait face à un effort collectif pour innover, résister, s'adapter et se développer, quels que soient les types de stress chroniques et de chocs aigus que les territoires subissent, donc changement climatique, crise financière, inégalité sociale.
on pourrait rajouter pandémie, et transformer cette nouvelle vision spatiale, donc en termes de stratégie, de plan, de schéma, de projet, en termes de transition, donc transition écologique, mais aussi sociétale. Donc, je ne sais pas, toute la question de la décolonisation, en tout cas du genre, enfin, en tout cas toutes les façons de réinterroger nos rapports de pouvoir qui sont par exemple extrêmement puissants ici en Amérique du Nord, mais qui arrivent et qui sont aussi présents en France et notamment à Grenoble. Je pense que c'est aussi quelque chose qui vient participer à la refondation de c'est quoi l'acte de planification. Donc aussi transition énergétique et bien sûr numérique. Donc transition des politiques publiques, mais aussi des réalisations des acteurs privés et des initiatives citoyennes. Donc là aussi, hein, moi, j'insiste beaucoup, je ne sais pas si c'était clair avant, mais en tout cas, s'intéresser aux fabriques métropolitaines, ce n'est pas seulement s'intéresser à l'acte d'aménagement par la puissance publique, mais c'est aussi s'intéresser à ce que Charles mentionnait auparavant comme étant la ville ordinaire, mais en tout cas, les réalisations des acteurs privés. Je pense que moi, on ne peut pas interroger les fabriques métropolitaines si on ne regarde pas ce que font les promoteurs, si on ne regarde pas ce que font les habitants eux-mêmes dans leurs propres initiatives citoyennes. Et donc, il me reste en gros 40 minutes. Mais là, ce que je vais faire, c'est peut-être, maintenant que je vous ai donné le cadre général, cette boussole, c'est peut-être vous donner un petit peu des éléments plus forts sur quels sont ces différents modèles pour que vous puissiez voir à la fois d'où ça vient et puis en quoi ça peut perdurer. Donc, le modèle traditionnel de la planification, qu'on peut considérer comme étant en grande partie rationnel, c'est le modèle dominant qu'on a vu sur cette typologie au début d'Yves Tachel, qui, lui, a dominé en gros jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça arrive au 19e siècle, lors de l'industrialisation, où on s'intéresse. Est-ce qu'il y a une question ou pas? J'entends des bruits, en fait. Non? Non, non, c'est bon, Nicolas. OK, parfait, parfait. Donc, ça arrive au 19e siècle, on s'intéresse à la construction de la ville parce qu'il y a de l'industrialisation, on commence à se concentrer en ville. Et puis, il y a surtout des questions d'hygiénisme. Et les questions d'hygiénisme, on voit qu'elles sont encore à l'heure actuelle importantes. La pandémie nous le rappelle. Et donc, on a par exemple ces premières cités-jardins d'Howard, où on essaye de marier la dimension ville et puis la dimension campagne, donc town, country, garden, city. Donc là, on va avoir ces premières pratiques de l'aménagement de façon très forte, mais souvent circonscrite à des espaces bien particuliers. Donc sur la droite, vous voyez la banlieue jardin de Stein, donc ce qui est maintenant la Seine-Saint-Denis. Ou encore ici au Blanc-Ménil, toujours en Seine-Saint-Denis, où on nous dit hier, quand j'habitais Paris, j'étais toujours malade et tout mon argent passait chez le pharmacien. Aujourd'hui, maintenant que j'habite la cité-jardin de Blanc-Ménil, je ne suis plus jamais malade et avec l'argent que je ne donne plus au pharmacien, je paye ma maisonnette. Donc voilà, l'aménagement et les premières visions très rationnelles, très réfléchies, ça a servi notamment à faire ça. Et donc, on voit que en Île-de-France, il y a notamment beaucoup de restes de ces cités-jardins, notamment la Butte Rouge. Je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur, mais là, qui fait l'objet d'une grosse polémique avec la municipalité qui voudrait la détruire. Donc, on a aussi finalement, c'est la période phare en fait, du modernisme après la Seconde Guerre mondiale, où là, finalement, on passe sur une autre échelle avec un modèle vraiment scientifique, rationnel, global, qui, à mon avis, revient aujourd'hui avec la dimension SMART. Et donc, le processus, il est vertical, descendant, top-down. Donc là, vous voyez Le Corbusier et toutes ces réflexions. Je pense qu'on peut voir une de ces unités d'habitation. Je ne sais pas si c'est à Marseille, je vois qu'on nous parle de la maternelle, donc c'est sûrement ça, la cité radieuse. En tout cas, on est dans cette vision très scientifique, technique de la planification, où là, on ne s'intéresse pas aux acteurs privés, on ne s'intéresse pas aux citoyens, parce que finalement, la planification, c'est une affaire trop sérieuse pour être partagée. Et donc, ça nous sert à faire des plans où on fait surtout de l'affectation des sols, on fait du zonage, on fait du règlement. Et donc, on a vraiment une mise en œuvre statique autour d'un couple élu, politique et puis expert, avec un rôle finalement extrêmement central en fait, du planificateur. Donc ça, ce modèle-là, il est remis en cause, critiqué à partir des années 50-60, parce qu'on considère qu'en fait, il ne marche pas, parce qu'il n'empêche pas à la fois les conflits d'arriver. C'est une première critique.
Et puis, par ailleurs, il n'empêche pas la crise économique de s'installer. Donc, il va être remis en cause assez rapidement. Donc là, quelques exemples de cette planification très, très rationnelle. C'est le plan voisin de Le Corbusier qui était destiné à la rive droite parisienne. Vous pouvez peut-être identifier ici le Louvre avec la cour Carré, la cour Napoléon. Mais ça sert aussi finalement à faire des grands plans métropolitains comme le plan Prost pour Paris en 1932. Donc là, finalement, on commence à penser métropolitain à une échelle plus large. Ça sert aussi finalement à faire de la planification dans les années 60. En Île-de-France, c'est le moment fondateur où on pense l'aménagement des villes nouvelles en périphérie, où on trace en fait ce qui va devenir finalement le réseau autoroutier ou ce qui va devenir le réseau de RER, de trains de banlieue. Et puis, cette planification, elle sert à faire des réalisations vraiment de l'architecture moderne, avec toujours une forte légitimité de l'État. Donc là, on voit un exemple à Paris avec le plan d'urbanisme des années 60. Là, c'est le quartier des Olympiades, le quartier chinois ou plutôt vietnamien. Et donc, là, la modernité, c'est de renoncer à l'ordonnancement des constructions, de construire sur dalle. Donc ça, c'est la modernité et c'est vraiment par la planification que finalement, on peut questionner ses finalités et puis donc arriver à cette forme urbaine. On a d'autres exemples sur le front de Seine dans le 15e, face à la tour, la Statue de la Liberté. Donc là, en fait, aujourd'hui, ça nous semble complètement anachronique, mais à l'époque, ça semble vraiment la modernité. Et là, les images, c'est un reportage très connu, paru en 1967 dans Paris Match, qui nous raconte le Paris de l'an 2000. Donc on s'imagine voyager, se déplacer en hélicoptère avec des méga navettes sur la Seine. Et puis vous voyez bien qu'en fait là, on a des autoroutes partout. On a différencié tous les flux de piétons ou de voitures. Donc on a d'autres exemples, la tour Montparnasse. Aujourd'hui, elle est rénovée, puis on essaye de casser en partie ces logiques de dalles. Ou encore l'aéroport de Roissy, où vous pouvez reconnaître des terminaux similaires au terminal 1, cette version un petit peu circulaire. Ou encore la tour Pleyel à Saint-Denis, qui va être au cœur des Jeux olympiques futurs en 2024. Donc voilà, donc ça sert à cette époque du modernisme. Et puis finalement, cette vision spatiale, elle est encore là, parce qu'elle sert à faire de la planification à toutes les échelles, régionales, métropolitaines pour les SCOT, ou même à l'échelle d'agglomérations plus modestes ou de pays, de territoires dans les espaces non métropolitains. Mais en tout cas, elle peut continuer à avoir une actualité. Et je pense que ça, c'est une caractéristique très, très française de la planification parce qu'on est encore dans un système assez centralisé, ou en tout cas où les grandes directives, le cadre vient clairement de Paris et des ministères. Donc là, vous avez le dernier schéma régional d'aménagement qui est fait en Île-de-France et qui est réalisé par l'État en 1994 et qui reprend une partie des permanences, des grands traits, notamment la question de la circulation de périphérie à périphérie qui va tracer en gros le tracé du futur réseau de métro du Grand Paris qui est en train de se construire. Donc voilà, après les autres permanences dans le contexte français, c'est le poids central de l'État. Donc dans les années 60, on a par exemple les organismes régionaux qui font de la planification, donc dans un certain nombre de métropoles comme Lille, Lyon, Marseille. Là, vous avez le plan métropolitain de Marseille, qui notamment décide de l'édification de villes nouvelles sur les rives de l'étang de Berre, à Vitrolles notamment, qui décide de l'organisation d'une grande zone industrielle et commerciale. Donc là, voilà, c'est vraiment le poids de l'État. Et puis finalement, même dans les dernières décennies, on voit encore que ce type d'exercice avec les directives territoriales d'aménagement et de développement durable, ça reste quand même assez actuel, même si on en lance moins, mais en tout cas, on continue à travailler sur celles qui peuvent être en cours. Donc voilà pour ce temps 1. Donc là, je vous remets cette petite boussole pour que vous voyez un peu où on est. Donc là, on était dans la pratique, je pense, très, très institutionnelle, où la planif, ça sert surtout à faire de la croissance, à organiser le territoire.
à administrer, en fait. Et puis, la première remise en cause de ce modèle traditionnel, c'est de dire qu'en fait, ça ne marche plus et que la planification, elle doit surtout, en fait, aussi se faire avec les acteurs économiques, avec les acteurs privés, et que donc, il faut s'inspirer des méthodes du privé, notamment des méthodes stratégiques. Donc, c'est l'arrivée de l'analyse SWOT, donc pour les forces, faiblesses, contraintes, opportunités. Donc, on bascule vers des méthodes plus proactives, plus stratégiques, plus contextualisées. Et ça, vraiment, c'est l'effet de la décentralisation. C'est l'effet de la décentralisation d'une partie des pouvoirs du centre vers la périphérie, de l'arrivée de grands-mères qui font leur carrière, ou en tout cas qui construisent en partie leur carrière politique sur le local et qui peuvent différencier en fait les politiques publiques d'une grande métropole à une autre. Donc, si on regarde les politiques publiques des années 60, vous voyez que l'État décidait à Paris de faire des centres des affaires et que donc ça se transforme en forum de bureaux à Lille, en centre directionnel à Marseille, au centre de la Bourse, et que donc la même idée se transforme sur le territoire avec des réalisations finalement assez semblables. Et là, la décentralisation, en fait, ça change tout. On transforme aussi donc, les conditions de la planification avec un processus qui s'ouvre, mais en tout cas qui reste en fait restreint aux élus, aux développeurs et aux architectes, aux stars architectes. Et donc là, le projet d'aménagement, il devient plus stratégique. J'adore cette représentation en haut du schéma du Grand Londres. On nous dit, c'est quoi les grandes priorités du territoire? C'est de préserver la ceinture verte, on la voit bien, de développer 3 axes de développement économique qui à chaque fois sont connectés aux aéroports et puis de développer certains pôles de développement. Et donc là, on ne s'intéresse plus aux détails de chaque parcelle ou de chaque micro-commune, mais on donne des grandes directions. Et puis, on a la réalisation de grands projets d'aménagement. Donc, vous pouvez voir en bas, donc vous êtes trop jeune pour savoir qui sont ces gens, mais vous avez sur la gauche Pierre Mauroy, qui a été maire de Lille de 1973 à 2002, je crois, et qui a été Premier ministre et qui, quand il n'est plus Premier ministre, il retourne à Lille et puis il se lance vraiment dans une réflexion très stratégique sur sa ville, où il se dit, on va profiter du tunnel sous la Manche, on va s'assurer que ça soit un TGV qui passe sous la Manche, on va s'assurer qu'il passe par Lille, qu'il ne s'arrête pas seulement en périphérie comme le voulait la SNCF, mais au centre de Lille. Et puis, moi, je vais en faire une sorte de turbine tertiaire et je vais y construire un grand centre des affaires. Et ça ne va pas être seulement l'édification de bureaux, mais ça va être l'émission d'un grand signal pour dire on devient une métropole. Et donc, quoi de mieux que de trouver un des architectes les plus, qui n'était pas si célèbre à l'époque, mais qui était clairement identifié comme étant une des futures stars. Et donc, vous pouvez voir sur la droite ici, Rem Koolhaas, qui a fait à Lille une de ses premières réalisations d'envergure. Il était déjà connu parce qu'il avait écrit pas mal de choses super intéressantes, mais il n'avait pas tant construit que ça. Et donc là, vraiment, il se lance dans quelque chose de très clair. Aussi, un autre moment important de ce renouveau de la planification, c'est ce qui se passe pas loin de Grenoble, à Lyon, avec là aussi des maires qui se posent des questions sur les conditions du développement et donc qui se lancent dans une planification un peu stratégique à partir d'outils qui étaient un peu traditionnels. Et donc, c'est le plan Lyon 2010 qui est élaboré en 92 et qui donc décompose une vision du territoire en se disant, voilà, c'est quoi notre territoire? C'est du relief, c'est un fleuve, c'est des axes majeurs nord-sud le long du fleuve, c'est est-ouest, c'est des paysages à préserver, c'est des territoires à articuler, c'est des centralités à développer et c'est des secteurs de développement à pousser. Donc là, vous reconnaissez ce qui se passe autour de la presqu'île, de la Confluence, ce qui se passe à la Part-Dieu, ce qui se passe à Bron, par exemple. Donc, on a aussi la planification qui est réalisée par les collectivités territoriales à la place de l'État qui se transforme aussi, qui prend cette dimension stratégique prioritaire. Donc là, on voit un exemple en Île-de-France, avec vraiment une planification qui met en avant les grands projets et qui viennent différencier les territoires les uns avec les autres. Et donc là, on voit que dans le langage de représentation, en fait, ça change énormément. Et puis, donc, on a encore, je pense, une actualité en fait, de cette planification stratégique. Je trouve que
L'exemple le plus criant, ça a été tout le débat sur l'aménagement du Grand Paris, donc toutes les polémiques. Donc ça commence finalement à dater, mais en tout cas, avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République en 2007, ça a été un moment fondateur de la réflexion, enfin en tout cas refondateur de la réflexion métropolitaine, où là, finalement, le gouvernement assume qu'on n'est plus dans un jeu d'équilibre ou de rééquilibrage avec les métropoles en dehors de Paris, mais qu'il faut vraiment jouer la mondialisation et pousser au développement économique de Paris, pousser aussi au rééquilibrage, à la lutte contre les inégalités. Et donc, cette première version d'un méga métro qui tente de relier toutes les zones d'activité les plus importantes. Donc, ils ne pensent même plus finalement, la planification, ça sert à répondre aux besoins des habitants, mais surtout au développement économique. Donc, on retrouve le plateau de Saclay, Orly, la zone plutôt dédiée à la pharmacie, le quartier d'affaires de la Défense, Saint-Denis-Pleyel, avec aussi pas mal de sièges sociaux. Et puis, donc, finalement, plein de discussions pour essayer de faire converger la vision de la région, la vision de l'État autour d'un méga système de métro qui est quand même finalement le chantier d'urbanisme le plus important de ces dernières décennies par la somme des montants investis et puis par l'impact que ça aura, que ça a déjà sur le territoire. Donc ça nous montre que finalement, la planif stratégique, ça marche encore, en tout cas, ça existe encore et c'est encore une actualité. Ensuite, je vais accélérer, mais en tout cas, on a d'autres types de remises en cause où on nous dit bah non, la planification, ça ne marche pas, il faut en gros planifier avec les citoyens. Et donc, ça vient quoi? Ça vient d'où? Ça vient des luttes urbaines qui sont fortes dans les années 60, qui critiquent finalement l'urbanisme fonctionnaliste et puis qui constatent que ce bel urbanisme moderne, finalement, ça vient même accroître en partie les ségrégations urbaines. Et donc, il y a plein de critiques qui nous appellent à améliorer le cadre de vie. Donc, on retrouve les ouvrages d'Henri Lefebvre ou de Manuel Castells. Il faut bien se dire qu'en fait, dans les années 60, même si on a des grandes réalisations, il y a encore plein de bidonvilles aux portes des villes. Donc ça, c'est dans le contexte français. C'est le bidonville de Nanterre. Vous connaissez peut-être le CNIT qui est à la Défense, à côté de l'Arche. Et puis, vous avez aussi des ouvrages importants, je le dis en France, mais aussi en Amérique, notamment Jane Jacobs, qui critique en fait cet urbanisme fonctionnaliste à New York. Et donc, différentes expériences qui émergent. Notamment, je pense que la plus importante, c'est à Roubaix, avec l'atelier populaire d'urbanisme de l'Almagar, qui s'oppose à la vision un petit peu fonctionnaliste d'édification de tours et qui, par l'intermédiaire d'ateliers participatifs, propose un projet urbain alternatif. Donc, c'est ce que vous voyez sur la droite, avec des coursives, l'utilisation de la brique, de la tuile, donc qui correspond un peu plus à l'image qu'on peut se faire de l'architecture du nord de la France. Et puis, d'autres travaux, hein, vous connaissez ces échelles participatives, j'imagine que vous avez déjà vu ça, mais en gros, de l'information à la collaboration ou à la délégation. En tout cas, on fait des promesses différentes et donc on peut observer des niveaux différents de délégation de pouvoir et qui se traduisent par des outils différents. Donc, je pense que ces débats-là, ils existent toujours. Moi, je les observe plutôt maintenant à travers l'évolution des outils numériques. En tout cas, on a toujours des réflexions sur comment on fait la planification et des gens qui nous disent que planifier, c'est essentiellement s'accorder sur des consensus, des compromis, et que ce n'est pas seulement faire du projet ou amener de la croissance, mais c'est vraiment construire une vision commune. Et ça, je pense que ça se transforme par le numérique et ça se transforme aussi par l'interrogation des finalités avec ces questions de résilience ou de transition. Et puis, la dimension plus collaborative, donc là, je pense que ça a été l'approche qui proposait un petit peu une synthèse de tout ça, qui était celle menée par les collectivités territoriales, où on est par une approche autour des acteurs, mais centrée sur la recherche de consensus, avec des méthodes communicationnelles, interactives. Donc, la question de la participation qui est centrale. Une mise en œuvre continue, processuelle, où on peut faire des allers-retours. Et donc, un processus qui est plutôt ouvert, ascendant. Et donc, voilà, on voit bien que la façon dont on fait la planification aujourd'hui, elle est clairement différente de ce qui se passait il y a 30 ou 40 ans. Parce que l'État n'est plus au cœur et parce que le technicien n'est plus au cœur. Finalement, maintenant, l'urbaniste, c'est plutôt un médiateur, un intermédiaire
que celui qui arrive et qui a toute la connaissance, toute la technique et une réponse définitive. Donc, si on reprend des exemples franciliens, c'est le schéma directeur régional d'Île-de-France qui est élaboré, qui est adopté en 2008, après des milliers de réunions, d'ateliers, de discussions avec les maires, donc une approche vraiment différente du schéma qui est seulement rédigé par quelques experts. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Finalement, comment on peut réinterroger cette actualité? Eh bien, moi, je pense que finalement, on a encore un modèle spatial qui fait du plan, qui fonctionne, donc qui est moins dans une rationalité, mais en tout cas, cette vision bleue-là, ça marche encore, ça fonctionne encore, c'est encore l'actualité des fabriques métropolitaines. On a encore une vision un peu stratégique, mais qui change, notamment avec le numérique. Et puis, on a aussi du numérique dans une vision très technique, très techno, qui, à mon avis, est extrêmement puissante et pose vraiment des vraies questions sur c'est quoi être urbaniste. Parce que finalement, si pour être urbaniste, il faut des vraies questions techniques, le risque, c'est qu'on n'ait pas toutes les connaissances sociales situées dans le territoire qui font, à mon avis, toute la spécificité des lieux comme l'Institut d'urbanisme de Grenoble, enfin l'UGA, qui ont vraiment été créés à la fin des années 60, dans le contexte où on faisait le constat que ce modèle traditionnel de la planif ne marche pas et qu'un bon urbaniste, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter, de construire collectivement et d'avoir des compétences très diverses et pas uniquement techniques, mais aussi techniques. Donc, le modèle SMART et puis après, le modèle résilient qui vient surtout interroger les finalités. Donc, le premier changement, donc, je pense, c'est ce modèle numérique. Donc, pourquoi? Parce que tout d'un seul coup, on a plein de nouvelles données qui arrivent. Donc, c'est toutes ces big data, des données massives pour qualifier le volume des informations sur le nuage. Donc, big data avec donc, plusieurs V, du volume, de la vitesse, de la variété, surtout de la valeur. Et donc, on a vraiment un enjeu de traitement, de visualisation de ces données, avec la question des algorithmes, et bien sûr, beaucoup de risques quant aux libertés publiques, et même finalement, quant à la dimension politique de l'urbanisme, comme étant un objet dont on peut débattre. Mais s'il y a une dimension qui est trop technique, qui n'est pas abordable par la plupart des gens, du coup, on ne peut plus en faire un objet de discussion politique. Donc, il y a bien sûr des grands groupes qui se disent que le numérique, c'est important et que la ville doit être au cœur de leurs propositions économiques autour de la numérisation. Donc, c'est le cas d'IBM et de son programme sur les villes intelligentes, qui a la particularité finalement de prétendre s'intéresser à tous les enjeux qui font les fabriques métropolitaines. Sécurité, programmes sociaux, santé, éducation, transport, eau, énergie, immeubles, planification, tout ce que vous voulez. Et donc, ça, c'est tous ces centres de contrôle. Donc là, on a le centre de contrôle d'IBM à Rio de Janeiro, au Brésil. Et puis, en fait, on en a aussi en France, à Dijon, avec nos grands groupes à nous du numérique, EDF, Bouygues, Capgemini, enfin voilà, tous les usual suspects du numérique, avec l'idée vraiment d'avoir une grille connectée. On va avoir à la fois les réseaux de transport, les immeubles, toute une série de données numériques, des données sur les immeubles, et puis de piloter ça avec toujours cet objectif notamment d'efficacité et de performance énergétique notamment. Là, on a un autre exemple à Issy-les-Moulineaux en banlieue parisienne avec Ici Grid, donc c'est plutôt au fort d'Issy, hein. Et donc là aussi, on retrouve tous les grands groupes. Et donc ça nous montre bien que finalement, oui, fabriquer la ville, c'est aussi l'enjeu des grands groupes privés et que donc il faut les regarder avec attention. D'autres exemples de visualisation, donc c'est toute la question des jumeaux numériques, donc des maquettes. Là, c'est la maquette qui est réalisée par Dassault à Singapour. Donc, on peut discuter, visualiser chaque logement, chaque espace. Donc ça, c'est certainement aussi finalement un des futurs de votre pratique professionnelle, de naviguer à l'intérieur de ces maquettes, de discuter de l'avenir de la ville à travers ces jumeaux numériques. Et donc là, on a le retour d'une planification qui est rationnelle, qui est peut-être encore plus bureaucratique que ce qu'on voyait dans les années 50 ou 60. Et là, je pense que la question sur les figures métropolitaines contemporaines, c'est la question du retour de l'ingénieur, donc de cet urbaniste un peu geek, data analyst. Et donc, ça pose, je pense, ça pose des vraies questions sur vos compétences
en tout cas la façon dont vous articulez votre identité professionnelle, vos qualités avec celles des autres intervenants sur cette ville à l'heure du numérique. Et donc, on a une planification qui est avec moins d'incertitude par le recours aux algorithmes, mais en même temps, moins d'espace public pour donner du sens au projet urbain. Mais par ailleurs, le numérique, ce n'est pas seulement de l'algorithme qui va décider à notre place, c'est aussi plein de données, plein d'outils pour notamment inventer des nouvelles formes de collaboration à l'intérieur de la sphère publique, en interne, mais aussi en externe auprès des citoyens, ou encore pouvoir rendre compte, faire de la pédagogie, permettre le suivi des politiques publiques. Donc, c'est aussi un outil de transformation en interne, mais je dirais avec une forte portée de transparence, de démocratisation. Là, on voit quelques outils, mais en tout cas, il y a plein d'outils qui peuvent nous permettre de réinventer des formes de participation ou en tout cas de nous interroger sur la façon dont on fait la ville avec ces outils contemporains. Donc voilà pour la dimension plutôt numérique. Ce que je voulais vous dire maintenant, c'est plutôt regarder la dimension stratégique. Donc on a encore de la planification avec des acteurs privés. Et je pense que là aussi, en fait, le numérique change les choses parce que les grands groupes privés de l'urbain, ils vont participer à cette numérisation ou les grands groupes du numérique vont s'intéresser à l'urbain. Donc là, on a un exemple d'un grand groupe de l'urbain, JC2Co, qui se numérise, donc avec Vélib ou Autolib qui est maintenant disparu. Et donc vraiment avec cette idée de surfer sur cette volonté de partage. Mais derrière ça, en fait, on a surtout une poursuite de la privatisation des services publics. Donc là, c'est un autre exemple dans l'autre sens. C'est un grand groupe qui n'est pas de l'urbain, mais qui est du numérique, qui s'intéresse à l'urbain, qui est Google, et qui vient à New York, à Londres, à Manchester, remplacer les anciennes cabines téléphoniques avec des plateformes, des petits, je ne sais pas comment c'est en français, mais en tout cas des petits guichets numériques. Mais derrière ça, il y a de la privatisation. On a aussi l'impact de ces plateformes sur le territoire. Là, vous avez les logements enregistrés sur la plateforme Airbnb à Paris. Donc, ça crée plein de conflits dans les espaces même où on a inventé ces plateformes, comme à Los Angeles, où il y a eu des référendums à un moment pour interdire Airbnb. On a eu les mêmes problèmes. Bon, là, c'est un peu sensationnel, mais c'est tous les vélos partagés. Ça, c'était en Chine à un moment où ça devenait n'importe quoi. Mais en tout cas, la présence de ces grands groupes privés réinterroge aussi la façon dont on fait la ville, avec eux, contre eux, en tout cas comment on régule, comment on joue avec ces plateformes, dans l'espace public notamment, comment on articule les offres de transport. Et donc après, on peut se poser la question de comment on peut à la fois contrôler, parfois interdire, mais aussi jouer sur des éléments de complémentarité. Et là, vous avez une image qui est réalisée par Uber, donc ça sert un petit peu leur communication, mais en tout cas qui montre bien que dans le cas de Hong Kong, la plupart des trajets sont réalisés au départ ou à destination des stations de métro. On peut considérer finalement une forme un peu de complémentarité entre le métro et Uber qui permet beaucoup, en tout cas, de rejoindre des zones qui ne sont pas toujours accessibles en métro. Ou encore des autorités organisatrices des transports publics qui viennent s'appuyer sur des plateformes comme Uber pour offrir du transport à la demande en se disant que finalement, c'est bien moins cher de subventionner du Uber. Donc, c'est ce que vous voyez, Transit, $10, que d'organiser un bus qui va circuler avec 2 personnes dedans. Donc voilà, complémentarité entre les vélos, les transports publics, ça c'était l'offre commune qui avait été réalisée à Lille par exemple. Donc voilà, donc on a toujours du stratégique, mais qui à mon avis se numérise pas mal. Et puis donc ensuite, je pense que le vrai changement, c'est l'émergence d'un modèle résilient, donc qui ne vient pas se construire sur rien du tout, hein, qui peut être considéré comme étant le modèle un petit peu en voie de devenir dominant et qui vient de toutes ces questions environnementales avec le développement durable qui émerge comme un référentiel global d'action depuis les années 80.
l'enjeu du changement climatique, des conditions d'atténuation depuis les années 90, et puis depuis les années 2000, un glissement progressif des politiques d'atténuation, donc sectorielles, génériques, vers des politiques d'adaptation, qui sont plus davantage transversales, contextualisées. Donc voilà, finalement, cette question environnementale, climatique, cette urgence, elle vient interroger la façon dont on fabrique la ville, avec cette idée de résilience. Mais après, on peut utiliser plein de mots différents, mais je pense que ça renvoie à une réalité qui est assez commune, qui est de se dire comment on change notre logiciel dans la façon dont on fait et pourquoi on le fait. Donc voilà, je ne vais pas développer à l'infini, mais en tout cas, toutes ces questions de vulnérabilité, de résilience, où on tente de s'adapter aux risques, aux aléas, aux enjeux. Donc, c'est des concepts mobilisateurs qui permettent finalement de pallier un petit peu à l'usure du terme de développement durable et aussi à l'appréhension d'enjeux qui sont nouveaux, entre guillemets, en tout cas les enjeux climatiques, et aussi d'avoir une manière peut-être un peu plus pragmatique et pas seulement de dire oui, il faut penser à nos arrière-petits-enfants. Finalement, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Là, finalement, on se pose des questions un peu plus pratiques. Et puis surtout, en fait, on s'appuie sur l'évolution du contexte, mais en tout cas de l'actualité, de la vie presque quotidienne, avec la multiplication d'événements climatiques extrêmes, vagues de chaleur, précipitations, tempêtes, inondations, comme témoin en fait d'une grande vulnérabilité des villes aux effets du changement climatique. Et ça, c'est vrai que ça change un peu parce que le modèle un peu moderne, c'est de se dire que la technique, le planificateur, il peut tout décider, il peut tout maîtriser et que donc on peut canaliser la rivière. Si elle est trop sale comme à Paris pour la Bièvre, on peut l'enterrer, c'est pas grave, on n'entendra plus parler. Enfin voilà, de se dire que finalement tout est possible. Et puis là, finalement, on réapprend à s'intéresser au contexte. Charles pourrait vous parler avec brio de la pente, de la montagne, des crues, donc tout ça. Finalement, on se souvient qu'on habite sur un site particulier, qu'on habite sur une planète Terre. Et donc, finalement, la résilience urbaine peut être définie comme la capacité de la ville à absorber une perturbation, puis à récupérer ses fonctions, une capacité à faire face, à rebondir, à se reconstruire après un choc, des turbulences ou une crise. Et donc, moi, je fais vraiment l'hypothèse que finalement, on est dans un moment où on réinterroge la planification au regard de cette succession de crises, ou en tout cas au regard de ce changement de grand référentiel sur la façon dont on vit ensemble. Après, quelles que soient les formes de résilience proactive, réactive, post-active, comme vous le voyez sur la représentation faite par Richard Lagagné, alors, je pense qu'il y a des débats, il y en aura, mais en tout cas, je pense qu'on est dans ce moment assez fondateur, avec comme enjeu qui s'impose celui du climat. Euh, donc, on est dans un moment de transformation du régime climatique qui est associé au processus d'urbanisation planétaire. Donc, l'anthropisation des risques climatiques est une question urbaine essentiellement. Et donc, les villes sont responsables de l'émission de 70% de la quantité totale de gaz à effet de serre et de la consommation d'environ 70% de l'énergie, alors qu'elles représentent 1% de la surface terrestre. Bon, après, vous pourriez me dire qu'en fait, elles concentrent peut-être quasiment 60% de la population mondiale. Mais en tout cas, les villes, les métropoles sont les lieux majeurs de toutes les accumulations matérielles, sociales, économiques. Et donc, elles sont au cœur du problème climatique autant que le lieu des solutions. Et donc, on a différentes réflexions sur ce modèle résilient, mais en tout cas, on peut avoir une approche qui est plutôt par les actions centrées sur pourquoi ça nous amène vers une transition, vers quelque chose de différent. Donc, c'est plus seulement planifié pour créer des revenus fiscaux ou créer des emplois, mais c'est aussi planifier en se demandant à quoi ça sert, tout ça pourquoi. Donc, des méthodes processuelles, interactives, itératives, et donc un processus ascendant, collaboratif, interactif. Donc là, finalement, on est vraiment dans la transformation du modèle un peu collaboratif. Il n'y a rien de nouveau. En tout cas, on voit bien qu'on a cette question du changement climatique, de ses impacts sociaux, environnementaux, qui interrogent des nouvelles formes de régulation, de coordination des politiques publiques, avec des mesures soit d'adaptation, soit d'atténuation, mais en tout cas qui interrogent la façon dont on fait la vie. Et donc, forcément, ça interroge nos outils,
Donc, la pratique de la planification et tous les outils associés, donc, que ce soit les plans, les stratégies, les projets, les programmes, les scénarios, tout ce que vous voulez, qui sont tous les instruments classiques de l'action publique territoriale qui permettent de répondre aux enjeux de résilience et d'adaptation au changement climatique. Là, vous avez quelques noms connus à Grenoble, Benoît Dugas, Muriel Delabarre, Gilles Novarina. Et donc, tout notre arsenal juridique, il tente de s'adapter. Donc, on a la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui notamment affirme la montée en puissance du couple intercommunalité-région, qui est vraiment le couple qui va traiter des enjeux contemporains, pour traiter de ces enjeux climatiques énergétiques. Donc, plan climat, schéma régional. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment très intéressant. Enfin, moi, j'ai 41 ans, j'ai fait des études d'urbanisme, en gros, il y a plus de 20 ans. Et moi, le moment dans lequel j'ai fait mes études d'urbanisme, c'était le moment de la loi SRU. Donc, on nous parlait solidarité, renouvellement urbain, on nous parlait intercommunalité, un peu de développement durable, mais ce n'était pas du tout le même moment. Et je pense que vous, votre génération, vous êtes la génération Greta, et donc vous nous interpellez aussi en fait sur les conditions contemporaines de la fabrique de la ville, et donc on le voit vraiment dans les outils. Et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant de s'intéresser, d'observer ces outils. Donc là, voilà, on réfléchit à plein de gens qui réfléchissent à l'évolution de ces outils. Et donc, on est dans le même moment que ce qu'on faisait il y a 20-30 ans, lorsqu'on se disait il faut faire du projet pour aller chercher la croissance, ou il y a 40 ans, 50 ans, quand on disait qu'il fallait faire de la planif en s'intéressant aux citoyens. Mais là, on nous dit il faut faire la planification en s'intéressant au changement climatique et à l'avenir de notre planète, finalement. Donc, quelles évolutions? Eh bien, en fait, on a des nouvelles planifications. Donc, on a par exemple la métropole de Nantes qui a fait ce grand débat sur la transition énergétique, qui fait un rapport final extrêmement intéressant, qui veut créer des communautés pour changer notre rapport au climat et nos émissions. On a encore la métropole de Lille qui dédie une planification uniquement dédiée à la question digitale, ou encore à Milwaukee, dans le Wisconsin, un plan dédié aux questions de résilience, parce qu'on est le long du lac Michigan, parce qu'il y a un impact très, très, très clair en fait, sur le milieu naturel. Donc ça, c'est intéressant de voir ces nouveaux objets qui deviennent des choses de plus en plus centrales dans le débat public, dans la fabrique urbaine. Donc, ils peuvent être soit des objets un petit peu périphériques, soit même des objets, j'aurais pu le mettre en illustration, des procédures, des outils d'aménagement qui sont reverdis. Donc, est-ce que c'est du greenwashing? On ne sait pas, on peut se poser la question. Mais en tout cas, quand vous écoutez le débat sur le nouveau plan local d'urbanisme à Paris, on vous dit que c'est en fait un plan local bioclimatique. C'est quand même assez intéressant de voir ça. Et donc voilà, une articulation en fait avec nos différentes, dans notre hiérarchie des normes, avec des questions à l'échelle nationale, démarche stratégique, climat, air, énergie. Donc bon, voilà, on réinterroge en fait toute notre hiérarchie, avec bien sûr des questions importantes sur la mise en œuvre. Donc le passage entre intention et réalisation, c'est une zone d'ombre, une zone difficile, comme le rappelle le rapport du GIEC. Donc, pour dire que finalement, on parle beaucoup de tout ça, mais on ne sait pas encore vraiment toujours bien le mettre en pratique. On a des mises en œuvre qui sont souvent assez restreintes, des initiatives qui ont rarement des répercussions très opérationnelles ou réglementaires. Donc, je pense que la question de la réglementation, c'est important, et je pense que ça sera important en France vu notre univers politique institutionnel. Et donc, de nombreuses barrières qui limitent les capacités d'adaptation des territoires, à la fois l'incertitude des connaissances et donc les polémiques qui peuvent y être attachées, le manque de ressources financières ou techniques, ou aussi le déni du risque. Des gens qui nous disent non, finalement, on n'a pas tant de problèmes que ça, ou c'est pas si important, ou arrêtez de nous casser la tête avec ça. L'environnement, ça commence à bien faire, comme l'avait dit Nicolas Sarkozy à un certain moment de sa dernière campagne électorale. Et donc, on a un enjeu important qui est celui de la mise en résonance entre expérimentation locale et puis généralisation à l'échelle métropolitaine ou même nationale.
Et donc, voilà, on a une mise en œuvre qui invite à une mise en relation entre le triptyque vulnérabilité, résilience, adaptation, pour vraiment s'appuyer sur tous les apports de l'écologie urbaine, territoriale. Donc, vous avez une petite représentation avec les questions d'agenda 21 ou de plan climat territorial, mais en tout cas, juste pour avoir à l'esprit que finalement, il y a plein de réflexions sur comment prendre en compte cette urgence climatique, cette urgence sociale. Et donc, en conclusion, peut-être rappeler que, à mon avis, les grands défis des fabriques métropolitaines, c'est l'articulation spatiale pour articuler finalement toutes les échelles de l'action, donc du plus local avec la réalisation de projets à l'échelle des parcelles, la transformation des logements, la réalisation des plans qui viennent articuler ça de façon un peu plus large, la réalisation de grands schémas, de grandes visions. Mais en tout cas, il y a à mon avis une articulation des différentes échelles, du plus global au plus local, dans les deux sens, qui est important. Il y a aussi une articulation des temporalités, donc du long terme en effet, mais aussi de l'immédiat, pour se dire que oui, parfois nos grands discours, il faut aussi que ça se matérialise ici et puis maintenant. Une articulation des objets, donc s'intéresser à la nature, s'intéresser au développement économique, mais aussi à la promotion immobilière, en tout cas pas se voiler la face sur certaines dimensions de la fabrique urbaine. Donc c'est intéressant de s'intéresser, d'observer le climat, le genre, le post-colonial. C'est central dans la façon dont on redéfinit nos modes d'action, mais en tout cas, c'est aussi primordial de s'intéresser à la production de logements ou à la promotion immobilière. Si on veut s'intéresser à la ville de demain, il ne faut pas oublier ce type d'objet-là. Pareil sur les transports. Articulation aussi financière, foncière. Donc financière parce que oui, nos villes, c'est un lieu d'actifs financiers et donc vous pouvez inventer toutes les bonnes solutions. Si vous n'êtes pas capable d'aller chercher des investisseurs, si les produits que vous mettez en place, ils ont une rentabilité qui est trop faible, ça ne sortira pas. Pareil sur le foncier, je pense qu'il y a un intérêt fort à avoir au foncier parce que c'est le nerf de la guerre. Donc là aussi, il faut le regarder à l'heure de l'Anthropocène. Une articulation aussi des expertises de l'ingénierie. Donc là, je pense que ça nous pose aussi des questions sur quels sont les bons professionnels de demain, des gens qui sont en capacité de faire de la participation, de maîtriser des outils techniques, d'avoir une vision spatialisée, d'avoir une connaissance fine des enjeux de l'Anthropocène, du changement climatique. Donc, une articulation environnementale ou climatique, ça c'est clair. Et puis, dernier point, une articulation politique, de se dire que finalement, la planification, aujourd'hui, comme hier et comme demain, ça reste un objet fondamentalement politique et que donc la planification, les fabriques métropolitaines, c'est un objet en fait qui renvoie aussi au rapport de pouvoir, à la façon dont les acteurs s'articulent entre eux, ils prennent des décisions et donc ils sont emmenés, contraints, ils peuvent jouer au milieu de ces rapports de pouvoir. Mais en tout cas, il ne faut pas être aveugle sur ces rapports de pouvoir-là. Il faut ouvrir les yeux là-dessus, il faut s'y confronter et vraiment considérer que la fabrique métropolitaine, ce n'est pas seulement une dimension technique, ce n'est pas que du dessin, ce n'est pas que du territoire. En tout cas, sur ces territoires, il y a vraiment des acteurs politiques. Et donc, c'est pour ça que je suis aussi très heureux de voir que dans cette EUR Métrofab Lab, on a la présence de nos collègues de l'Institut d'études politiques qui, je pense, peuvent nous rappeler cette dimension. Donc voilà, je pense que j'ai terminé. Je suis à l'écoute de toutes vos questions, remarques ou suggestions ou demandes. Du coup, on avait déjà eu un peu cet apport sur la planification en L3, c'était super intéressant. Et là, je pense que je me rends compte plus aujourd'hui en fait, la prégnance du modèle, des deux derniers modèles, en fait. Et le modèle numérique semble, en fait, super fort, vous l'avez dit, et efficace sur le traitement, voilà, la gestion des risques, de l'énergie. Et ça paraît un peu inévitable au point de vue du fantasme de politique et technique d'avoir vraiment toutes les infos, toute la visualisation d'une ville entière. Est-ce que, et pourtant, j'ai l'impression que ça questionne quand même un peu la résilience
énergétique de ces modèles numériques. Est-ce qu'il y a des hybridations avec le modèle résilient ou parce que dans le modèle résilient, on est aussi sur les enjeux environnementaux traités de façon... j'ai l'impression qu'il y a plein de solutions qui sont traitement numérique aussi de ces questions de la gestion des risques, des problèmes environnementaux, essayer de calibrer tout ça. Donc est-ce qu'il y a des hybridations et est-ce que voilà, le modèle résilient peut en fait prendre le dessus par rapport à ce modèle numérique qui semble quand même super puissant? Oui, tout à fait, en fait. Moi, vous l'aurez sûrement compris, mais j'aime bien ces exercices de schématisation, de représentation, parce que ça me permet d'organiser finalement mon esprit. Et du coup, pour vous, hier soir, j'ai un peu rechangé plein de trucs pour pouvoir faire le lien entre mon temps 1 et mon temps 2. Mais donc, j'avais fait cet exercice pour mon habilitation à diriger des recherches. Donc, j'avais utilisé cette boussole, mais à la fin, à l'échelle de chaque territoire, je faisais un système de petites bulles qui s'articulaient. Et pour bien montrer que si on a 4 bulles sur ces 4 espaces qui mangent un peu chacune avec les autres, enfin, qui se recoupent. Et si on regarde sur un territoire, moi, mon idée, c'est que finalement, ces 4 versions, ces 4 visions, elles sont pas totales. Donc, elles vont coexister les unes avec les autres. Et que donc, dans chaque territoire, si on regarde à Grenoble, je pense qu'on peut à la fois trouver du smart, avec plein d'expérimentations autour du CEA, tout ça, on connaît ça par cœur, du spatial parce qu'on fait du PLU, on fait du SCOT, enfin on va refaire du SCOT, mais on fait aussi du stratégique parce qu'on construit avec des grands groupes, on fait des apps, mais on fait aussi du résilient. Donc je pense qu'en fait, dans la vraie pratique de la fabrique métropolitaine, il y a forcément des hybridations, il n'y a même que des hybridations. Je veux dire, il n'y a pas de territoire où on fait que du smart, où on fait que du spatial et rien d'autre. Donc oui, je pense qu'il y a forcément de l'hybridation et ça, c'est plutôt une vue de l'esprit pour essayer de lire un petit peu, de décoder les grandes dynamiques. Et après, c'est clair qu'il peut y avoir des outils techniques qui peuvent conduire à des formes de résilience ou qui peuvent juste conduire à des formes de pollution, d'exploitation. Enfin, je veux dire, Uber, et pas particulièrement résilient ou progressiste ou l'intérêt collectif au-delà de nous transporter, ce qui est déjà quand même pas mal, et pas tout à fait démontré. Donc, leur contribution à la résilience n'est pas claire. Mais par contre, les mêmes applications, les mêmes types d'algorithmes pourraient être utilisés pour justement pousser à la résilience. Donc, je pense que ce n'est pas seulement l'outil technique, mais vraiment ce qu'on en fait avec quelle finalité politique et quel débat public, en fait. En tout cas, moi, je pense qu'un des enjeux du numérique, c'est de se dire que, OK, on a des super outils, c'est très bien, il faut s'en réunir, il faut les utiliser. Je pense que ça serait stupide de dire on ne veut pas de Smart City, on ne veut pas d'algorithme. Donc, nous, on est tradis, on fait une ville non numérique parce qu'on est contre la mondialisation. Ça serait stupide, en fait. Mais par contre, à mon sens, ce qu'il faut, c'est vraiment débattre de ce qu'il y a derrière ces infrastructures numériques, de débattre ce qu'il y a derrière ces algorithmes. Et donc, vous tous, là, vous êtes tous des produits, alors, je ne sais pas si vous êtes la génération APB ou qui sont derrière ces algorithmes. Et donc, quelles sont les finalités derrière ces algorithmes? Et donc, la parenthèse sur APB ou Parcoursup, c'est de se dire qu'on fait des choix d'hierarchisation et donc on va prioriser un type d'étudiant plutôt qu'un autre pour tel type de formation. Et donc, on voit bien que finalement, l'enjeu, ce n'est pas la plateforme elle-même, c'est la façon dont on fait travailler la plateforme. Et donc, sur la ville, c'est un peu la même chose. Et donc, je pense qu'on peut avoir du smart. En fait, je ne sais pas si vous voyez le curseur, mais le smart en rouge qui est là, qui peut aller vers la transition, il peut aussi être de l'autre côté et aller vers la croissance, en fait. C'est tout l'intérêt d'une boussole, c'est qu'elle change le cap assez régulièrement en fonction de la manière que l'on a de cheminer. Donc oui, on est les principaux acteurs du sens vers lequel on se dirige, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a des remarques, des questionnements? Vous pouvez aussi me dire que mon schéma il est mal construit ou que les catégories ne sont pas les bonnes ou il n'y a pas de souci. Hein.
Mais moi, en fait, Nicolas, je t'écoutais et je me demandais dans quelle mesure on ne pouvait pas envisager aujourd'hui un troisième schéma, un troisième temps, puisque c'est quand même à cela qu'invite c'est très stimulant en réalité cet exercice de catégorisation. Bien sûr que les catégories sont hybrides, mais enfin, en catégorisant, on essaye de rendre le réel plus perceptible, plus observable, tiens, pour percoler avec ce que nous disions tout à l'heure. Et je me demandais si je me suis plié à l'exercice. Je ne l'ai pas abouti parce que je n'ai pas rempli mes 4 cases. Mais ça, c'est une proposition que je te fais et que je nous fais à toutes et tous pour pouvoir un peu avancer dans cette, suite à ton invitation finalement. J'aurais bien envisagé un abscisse dans lequel à gauche je mettrais les certitudes et à droite, ben, je crois que tu vois, les incertitudes. Et en ordonnée, je me serais bien amusé à mettre dans le fond le rapport au sol de notre société, depuis l'as spatial jusqu'au terrestre, pour reprendre les termes de Bruno Latour. Et tu me vois venir le smart, eh ben, c'est vrai que je me demande dans quelle mesure il n'est pas un peu partout. C'est-à-dire qu'il essaye d'éponger l'incertitude, mais il en produit de nouvelles et il nous détache du sol. Là où d'autres approches nous invitent à retrouver le sol, etc., etc. Et je me suis pas encore amusé totalement à remplir chacune des cases, mais je me demande dans quelle mesure la crise pandémique, qui est une crise donc nécessairement du temps court, nous invite à repenser le temps long. Et je le vois bien là aujourd'hui, on est submergé par la gestion du temps court. On ne sait plus trop quoi faire avec la planification, que certains ont balkanisé définitivement. On revient à la planification, même si c'est souvent sur le ton de la rigolade. Il y a quand même actuellement un commissaire au plan en France. Donc c'est une sorte de rigolade en demi-teinte. On se demande dans quelle mesure c'est une manière maladroite de réinvestir tout de même le temps long dont les différentes crises successives, qu'elles soient sanitaires, écologiques, sociales, nous éloignent. Or, ce qu'on perd, c'est quand même une vision, globalement. Or, l'urbanisme naît de cette collusion du rapport entre l'espace, le temps et le politique, d'application ou non d'ailleurs, d'une vision. Et alors la question est peut-être qu'il est temps d'abandonner cette idée que l'on puisse avoir des visions, sachant que l'idée n'est pas nécessairement de les satisfaire, mais disons que ce sont des caps, pour reprendre la métaphore de la boussole. Et voilà, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ton affaire, parce que c'est très stimulant en fait cette affaire, et je trouve qu'aujourd'hui, retrouver le sol, retrouver l'espace, retrouver le territoire dans toute son épaisseur, fait partie des possibles visions du futur. Je suis tout à fait d'accord. En fait, j'ai aussi noté là, et c'est vrai que, en tout cas, entre le spatial et la spatiale, en tout cas, moi, là, dans mon schéma que vous avez sous les yeux, c'est vrai que la dimension croissance, c'est une vision très pragmatique, un peu immédiate de la planification qui se dit la planification, ça sert à affecter l'usage des sols, à réguler l'usage juridique des sols et à affecter une destination. Donc, ça, c'est ce qu'on a en bas. Un truc, finalement, ça, c'est la planif à grand-papa, quoi. Hein, de se dire, je fais de la planif parce que je décide, parce que la finalité, c'est délivrer du permis de construire, en fait, tout simple. Et puis, finalement, ce qu'on a en haut, c'est de se dire que oui, c'est reconnaître que la planification, c'est un monde d'incertitude. Et puis là, c'est vraiment reconnaître que la planification, c'est un peu la planification est morte, vive la planification, quoi. Ou en tout cas, c'est de se dire qu'on est dans un au-delà et que quelque part, est-ce que la planification, c'est encore un outil pertinent à l'heure de la résilience des transitions? Il y a beaucoup de gens qui répondent plutôt non, en fait, à cette question-là. Et donc, de se dire que le plan, ça ne sert plus à rien, qu'on ne va pas changer le monde en délivrant des permis de construire, en faisant des schémas directeurs. Je sais que Jennifer Buck, elle fait souvent cette blague sur le schéma directeur qui ne l'enchante pas. Mais en tout cas, c'est ça, c'est de se dire à quoi ça sert. Est-ce que c'est du permis de construire ou est-ce que c'est inventer le monde d'après? Et puis après, ouais, mon autre truc, alors est-ce que c'est le sol ou pas? Technique politique. Ouais.
En tout cas, oui, mais après, ça peut être sur l'univers technique, c'est l'univers qui a des certitudes, en fait. Parce que quand on s'appuie sur un algorithme ou sur des statistiques, on a une bonne solution, en fait. On n'a pas 36. Euh, et puis après, oui, ben, l'incertitude, elle est fondamentalement politique, en fait. On a l'algorithme, on a des réponses. La dimension politique, considérer que la planif, c'est une question politique, ben, c'est considérer que finalement, il n'y a pas une bonne réponse et que c'est un objet de débat et que c'est un objet d'incertitude. Donc, non, je pense que ça fonctionne pas mal. Et puis sinon, tu sais, quand on avait bossé avec Pierre-Jean Pillonnet sur les mots de la planification dans le PLUI de Grenoble, il faut qu'on reprenne ça parce qu'on a eu une évaluation qui nous posait plein de questions, qui nous faisait plein de suggestions où, en gros, on a essayé de regarder l'évolution du vocabulaire des termes, des référentiels dans la planification entre le passage au PLU et au PLUI à Grenoble, se disant que finalement, elle avait deux moments, à la fois un changement d'échelle qui nous fait appréhender les enjeux différemment, et puis un changement de cadre réglementaire qui nous pousse aussi à porter une attention aux enjeux environnementaux de façon plus poussée. Et donc, on voyait que le vocabulaire est changé. Et donc, nous, on avait toute une discussion théorique sur l'émergence d'un référentiel résilient. Et l'évaluateur, il ne voulait pas trop se situer là-dessus. Il voulait juste qu'on se situe sur oui, mais vous n'avez pas regardé vraiment la résilience et les barrages et les risques et les inondations. Alors, finalement, c'était vraiment notre propos. Donc, il faut qu'on reprenne notre article pour vraiment mieux démontrer quel est ce sur quoi on veut se concentrer. Mais en tout cas, j'avais toute une partie de conclusion où sur la discussion théorique, ben, je montrais qu'il y a des gens qui nous disent que peut-être qu'en fait, on est un peu dans le moment, c'est un peu le champ du cygne en fait, de la planification. On croit qu'on peut encore faire de la planif avec cette question de résilience, mais finalement, non, c'est peut-être la mort attendue, souhaitée de la planif parce que c'est complètement dépassé. Donc moi, je ne crois pas. Je pense qu'on peut réinventer les outils, réinventer les narrations, les systèmes de justification. Mais oui, en tout cas, on peut. C'est une manière de lire les fabriques métropolitaines. Je pense que ce n'est pas la seule. Moi, je trouve que cet univers, il est stimulant parce qu'il vous donne des cadres de discussion théorique qu'on peut rattacher à la pratique. Et parce que finalement, on est toujours dans un truc qui est très ambivalent, où là, je pense que ça va résonner avec ce qu'a pu dire Laurent la semaine dernière ou il y a quelques semaines, qui est de se dire finalement, à quoi ça sert de mobiliser tout cet arsenal cognitif? Ben, ça sert à la fois à analyser, à se dire ah ben là j'ai l'impression qu'en fait ce qui se passe c'est vraiment stratégique parce que c'est les acteurs privés qui poussent du coude pour s'imposer et pour construire la ville de demain. Ou ah non là c'est les citoyens ou là c'est du smart. Voilà, donc ça nous sert à analyser, à mettre des mots, à décrypter ce qui se passe, à avoir un regard critique. Et puis de l'autre côté c'est plutôt une dimension normative où finalement on est tous aussi des professionnels situés et que bah, parfois on pousse un peu des modèles. Et donc, quand Patty Healy écrit plein de livres sur la planification collaborative, bah, quelque part, elle pousse aussi un petit peu à un modèle particulier, quoi. Donc voilà, on est toujours dans ce truc analytique, normatif, et c'est normal parce qu'on est une discipline qui est fondamentalement définie par son univers pratique, appliqué, et qu'on est nous-mêmes aussi insérés dans des rapports de pouvoir où on a aussi on va dire une histoire personnelle, une sensibilité territoriale qui nous pousse finalement peut-être à avancer des solutions plutôt qu'une autre. Donc on fait de l'aménagement, on fait de la recherche pour essayer de décrypter les dynamiques. Donc ça, c'est de l'analytique. Puis en fait, on est aussi dans un univers normatif où il y a plein de réflexions sur c'est quoi une bonne planification, c'est quoi un bon aménagement, pourquoi on devrait faire de l'aménagement, avec quelle finalité. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à assumer en fait cette dimension-là, parce qu'on est aussi des acteurs politiques, entre guillemets, en faisant de la recherche sur des territoires. En tout cas, on est des acteurs de la transformation des territoires. Et donc, il faut vraiment vous dire que vos recherches, elles peuvent aussi, si elles ont cette dimension pratique, d'interroger en tout cas le champ de la pratique, elles peuvent aussi avoir cette finalité-là. Tu nous as indiqué les mots de la fin, là, à mon avis. Je retiens cette nécessité méthodologique de construire des cadres d'intelligibilité de cette transformation en cours permanente.
Je retiens cette nécessité de cette fameuse boussole qui je trouve extrêmement intéressante parce que ta présentation, si on décale un petit peu, était extrêmement complémentaire par rapport à la présentation de Laurent Devime il y a 2 semaines, où un certain nombre d'entre vous l'ont pu le voir, puisque la nature même des observables était très différente, plutôt une anthropologie de la manière dont la ville est en train de se faire. Et toi, tu nous invites à repenser les liens entre les acteurs et les actants, que sont les territoires, à travers une évolution des instruments de la planification. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement, extrêmement complémentaire. Et très sincèrement, je t'en remercie. Je propose, si vous en êtes toutes et tous d'accord, de clôturer notre conférence comme cela, d'autant plus que la technique n'est pas si certaine que cela, parce que ça ne cesse là d'entrecouper. En tout cas, un grand merci à toi, Nicolas. Merci beaucoup pour cette présentation qui était, je le répète, vraiment passionnante et synthétique et extrêmement bien problématisée. Donc, merci beaucoup parce que je pense que ça éclairera les étudiants de la Graduate School ainsi que les autres dans la construction de leurs différents PFE et autres travaux de recherche. Voilà. Super. Et écoute, une bonne soirée, je vous souhaite bon courage dans vos travaux de recherche ou vos travaux qui ne relèvent pas de la recherche non plus. Et puis une bonne soirée, merci beaucoup. À bientôt Charles. Merci. À bientôt Nicolas. Merci encore. Merci. Ciao. Alors, oui. Non,